2 chiffres suffisent à fendre un récit que l'on croyait immuable. En quelques semaines, 15 600 détenus convertis en soldats et 92% des zones auparavant sous pression repassent sous contrôle effectif, renversant l'image d'un État affaibli. Ce basculement frappe moins par le symbole que par sa forme, rapide, disciplinée, mesurable, donc politiquement explosive. Alors qu'est-ce que cela change pour chacun et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose-t-il comme l'axe discret de cette recomposition collective ? La promesse de cette analyse est volontairement resserrée. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible. L'enjeu pour le spectateur est simple mais exigeant, comprendre comment une décision brève, presque austère dans sa forme, peut déplacer des équilibres que l'on croyait figés sans la confondre avec un succès automatique. Ici, il ne s'agit ni d'admirer une prouesse administrative, ni de s'abandonner à un récit héroïque. Il s'agit d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets observables. Ce déplacement engage un double risque. S'il échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures fatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle majeure. La sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit interne mesuré par des écarts concrets entre un avant et un après. Et c'est précisément cette mesure qui rend l'histoire impossible à ignorer. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire autrement la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à replacer la réforme pénitentiaire au centre d'un enchaînement causal précis. Il ne clôt pas le débat, il l'ouvre. Il devient un point d'ancrage concret, un repère qui force à comparer un avant et un après, au lieu de rester prisonnier d'impressions générales. Et c'est dans cet écart que la question initiale prend sa vraie densité. Assiste-t-on à une réforme nationale isolée ou à l'ébauche d'un modèle capable de reconfigurer des dépendances stratégiques plus larges ? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine. Les marchés perdent leur fonction sociale. La mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, parfois même comme un geste symbolique. La première rupture survient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale ne s'affiche pas comme une déclaration abstraite, mais s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé. Elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend alors d'Okamfo, ce n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Un retournement rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Les premiers effets tangibles de la réforme apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À la sortie d'un village, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller à l'entrée. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne déclenche ni colère, ni célébration. Elle produit une attente prudente. Un salut respectueux suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années. Ailleurs, dans un quartier populaire, une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption, ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. La formule circule sans slogan ni mot d'ordre officiel, comme une manière spontanée de nommer ce qui se joue, une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces microscènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles s'y révèlent comment la réforme agit d'abord sur la perception collective avant de produire des résultats chiffrés. La discipline observée, la posture, la constance des routines
modifie progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée, et ce déplacement précoce entraîne un effet mesurable. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. La valeur d'un individu ne se définit plus seulement par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. C'est là que le so what devient concret. La sécurité recommence à redevenir une routine partagée. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie, ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré, mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sont filtrées et d'un système longtemps saturé, 15 600 noms émergent. La phase d'activation est volontairement rapide. Dans plusieurs villes, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme, ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. Ce contraste frappe immédiatement l'opinion. La transition est brutale, presque sèche, comme si l'État voulait éviter toute zone grise entre punition et service. Le pays change de rythme. Cela, la vitesse devient un message politique implicite. Et ce message ne se lit pas dans un discours, mais dans une organisation qui avance sans pause, sans mise en scène, sans promesse de miracle. Le point culminant se matérialise quelques jours plus tard, dans un centre d'entraînement improvisé, mais rigoureusement encadré. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. 10 km de course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, il est de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent un front de l'esprit, une expression qui circule discrètement sans être officialisée. Les observateurs étrangers restent prudents. La même question revient avec insistance. Comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement ? La réponse ne vient pas d'un slogan, elle vient d'une répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre, et les premières répliques apparaissent et presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, en cas des vêtements, des outils. Ces gestes discrets mais répétés signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule. Sur le plan opérationnel, un effet inattendu se dessine. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage tactique. Les patrouilles anticipent, contournent, réduisent l'imprévisibilité adverse. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la vitesse initiale commence à céder la place à une autre exigence, tenir dans la durée. Avant la réforme, les indicateurs convergent vers une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente. Ce passage du diagnostic au delta observable constitue le premier test de crédibilité du dispositif. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres pour impressionner, mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement. La logique est simple, si la sécurité devient un produit interne, alors elle doit se lire dans des variations concrètes, comparables, discutables. D'abord, un premier indicateur concerne la sécurité.
Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse ne signifie pas une disparition du risque. Elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme devient lisible, une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels. Ils auraient une diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle, parce que la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Autrement dit, ce qui change n'est pas seulement le nombre d'incidents, mais la prévisibilité des interactions sur des axes longtemps dominés par l'incertitude. Ensuite, un deuxième indicateur touche à l'économie rurale. La production agricole du Nord progresse de 20 et 1% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale, permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles, les canaux sont réparés, les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, ça non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le résultat ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Moins de routes fermées, plus de circulation, plus de continuité, donc plus de décisions économiques possibles. Enfin, un troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Le taux enregistré tombe à 0 parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il suggère une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que vers la sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, sans ce mot, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. Dans le même mouvement, 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence, baisse des attaques, reprise agricole, absence de récidive. Et cette cohérence, plus que la performance brute, devient le fait politique central. Pris au sérieux, ce dispositif appelle 2 objections majeures, et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première tient au risque sécuritaire interne. Armée d'anciens détenus pourrait créer une instabilité structurelle. Une force issue des prisons peut rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle, des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique. Et dans un contexte où la peur a longtemps été une routine, cette confiance est un capital rare, donc vulnérable. À cette inquiétude s'ajoute une objection éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité. Le processus judiciaire pourrait perdre en légitimité si la sanction apparaît comme un réservoir de main-d'œuvre mobilisable. La seconde objection, plus politique, redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait installer un précédent ambigu. L'État serait tenté d'utiliser la misère comme réserve structurelle au lieu de traiter ses causes profondes. Des organisations civiles soulignent aussi un contre-coup possible. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, augmentant le coût politique et social de l'échec. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser, ni à minimiser. Elle revient aux faits observables exposés plus tôt. Aucun cas de désertion n'est signalé. Aucun effondrement d'unité n'est rapporté comme central. La baisse des attaques, la reprise agricole, la récidive nulle ne prouvent pas une perfection, mais elles attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle. Elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée, vérifiable.
Le point décisif tient alors à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Les risques ne disparaissent pas, mais leur traitement change. Ils sont reconnus, puis confrontés au terrain. L'enjeu n'est plus de reprendre, c'est de tenir. Ce qui se révèle à mi-parcours, c'est un déplacement silencieux du centre de gravité. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle, elle commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire, intégré aux usages quotidiens des territoires reconquis. Et ce glissement change la nature même du débat. La réussite éventuelle ne dépendra pas d'un nouveau chiffre spectaculaire, mais de la capacité à rendre l'ordre banal. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité. Régularité des patrouilles, stabilité des itinéraires, prévisibilité des interactions avec les communautés. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale jour après jour. Cette stabilisation progressive produit un effet paradoxal. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. La réforme échappe ainsi à la logique de l'événement. Elle s'inscrit dans une temporalité longue où chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages ne célèbrent pas une victoire. Ils ajustent leur comportement. Et c'est dans cet ajustement, discret mais cumulatif, sans ce que se joue la suite. À partir de ce point, les effets de la réforme se lisent à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Le premier est l'État. La reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 taxes commerciales rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement progressif des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable. Maintenir des usages réguliers sur un territoire continu sans devoir réinventer chaque semaine des solutions d'exception. Le deuxième groupe est celui des forces de sécurité. L'impact est d'abord opérationnel. Les unités issues de l'affect composé de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Et cette normalisation explique pourquoi certains gains se consolident plutôt que de s'éroder. L'ordre devient une routine, donc une structure. Le troisième groupe est celui des communautés locales. Ici, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte, il devient un indicateur de protection encore fragile mais reconnu. La peur ne disparaît pas, mais elle recule assez pour rendre possible des choix ordinaires, se déplacer, vendre, cultiver, revenir. Le quatrième groupe est régional. L'effet devient stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Et c'est là que le résultat le plus décisif apparaît. Une cohérence interne qui commence à se voir, donc à se transmettre. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes,
mais des chemins possibles fondés sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Un premier scénario, celui de base, se dessine, la tendance actuelle se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Sans élargissement massif du dispositif, les gains agricoles observés se stabilisent. Pas de nouvelles poussées, mais pas de recul marqué. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, l'État mise moins sur le discours que sur la procédure, évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats, ajustement technique, maintien d'une continuité administrative. La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible. Un deuxième scénario, plus optimiste, fondé sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, en renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs, car la crédibilité reste dépendante de la continuité. Un troisième scénario est plus défavorable. Il ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne, un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose, ne pas confondre vitesse et solidité, avancer par consolidation, mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Elle trouve que cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle retient surtout la possibilité d'un recommencement structuré, encadré, mesuré. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent, désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discrets. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, non que beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent la fragilité de l'expérience. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action. Et ce qui touche réellement, ce n'est ni la statistique ni l'uniforme, mais la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait, mais assumé. À ce stade, la réforme change de nature. Elle cesse d'être improvisée et commence à se transformer en doctrine opératoire. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples. C'est conçu pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. L'objectif n'est plus de prouver une rupture, il est d'éviter une rechute. D'abord, il s'agit d'installer une double tutelle défense-justice appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, à prévenir les dérives
et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire, indépendamment de son passé. La justice ne délègue pas, elle encadre. La sécurité n'improvise pas, elle applique. Ensuite, l'idée est de traiter la discipline comme un langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés dans certains segments de l'administration et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. Puis, il devient nécessaire d'élargir l'horizon régional. Des accords de coopération avec le Mali et le Niger permettent une observation croisée des dispositifs et une mutualisation de certaines formations. Le Sahel cesse alors d'être une addition de fragilités isolées et devient un espace d'expérimentation coordonnée, sans déclaration idéologique. Enfin, il faut fixer des indicateurs mesurables et publics. Récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est exposée aux chiffres. Et c'est cette exposition volontaire qui la transforme en système ajustable plutôt qu'en symbole figé. Lors du premier grand défilé, un écho des scènes observées dans les villages refait surface, mais à une autre échelle. Les 15 600 hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu plus tôt, celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Le geste, reproduit devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une tenue nouvelle. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire, il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée, elle se pratique chaque jour sous le regard des autres. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation, la fatalité se fissure. Et l'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée, incarnée. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence construite dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre d'une société en crise. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités. Examiner les faits, confronter les lectures, et questionner les limites, sans nier les déplacements réels. C'est déjà participer à la dynamique décrite, et c'est peut-être là le point le plus utile pour chacun, au-delà du cas du Burkina Faso. Quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions, ou par la force d'un récit ? La discussion ne demande ni conviction préalable, ni conclusion hâtive. Elle invite simplement à penser ce qui devient possible lorsque les certitudes vacillent.